Maintenant au collègue Nilor. Merci, Président. Chers collègues, je ne vais pas faire comme certains, je ne serai pas con. Parce qu'il y a vraiment nécessité de clarifier les choses. En premier lieu, de clarifier l'enjeu, les enjeux du débat que nous avons aujourd'hui dans cette plénière-là. Quelle est la portée de ce débat-là? Est-ce qu'il s'agit de prendre une décision, auquel cas nous nous situerions au-dessus du conseil d'administration de la SAEM? Alors s'il est souverain, nous serions ultra souverains. Ou bien, est-ce qu'il s'agit de prendre une position politique? Le rapport qui nous est présenté nous dit clairement qu'il nous demande de nous prononcer sur l'option de couplage ou de réparation de la chaudière. Eh bien, rien que ce rapport-là, c'est déjà une belle victoire. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, la seule option présentée comme inéluctable, comme incontournable, c'était l'option de couplage à Albioma. Et quelque part, le courage d'un certain nombre d'élus dans cette assemblée a déjà fait bouger les lignes. Position ou décision? Moi, je considère qu'aujourd'hui, on nous demande de prendre une position. Ce souci de clarification va m'amener en premier lieu à porter une réponse au collègue Branchi qui tout à l'heure disait que le montant, il parlait d'un montant de 550 000 euros, non? Un devis hors taxe, 430 000 euros. Il ne faut pas calculer le montant TTC avec le niveau de taxe qui est en face, 19%, mais avec un niveau de taxe de 8,5%, ce qui fait, pour être précis, que le montant du devis TTC pour nous, c'est 466 550 €. Non, il faut clarifier jusqu'au bout. Montrer qu'il n'y a pas d'approximation, il n'y a pas d'hésitation. La proposition qui est faite est claire. Nous avons découvert, à partir du moment où nous avons été saisis de ce dossier-là, très tardivement, trop tardivement, nous avons découvert, et moi je suis au regret de le dire aujourd'hui, que ce dossier du Galion a été maltraité. Et quand je dis maltraité, on peut l'écrire en un seul mot, mais en deux mots aussi. J'ose dire qu'il y a eu un traitement mafieux dans cette affaire-là. Mafieux, avec des pratiques de mafia. Tout a été mis en œuvre. Et Daniel Marissette a bien fait de le rappeler. Pour orienter, obliger, tunneliser la décision des élus de Martinique. Et force est de constater que ça a marché pour beaucoup d'entre nous, de bonne foi pour la plupart, mais même de mauvaise foi pour certains. Mais ça a marché. Faut-il rappeler que lorsque Albioma s'est installé
Elle ne bénéficiait ni de permis de construire, obtenu en 2013, ni d'autorisation d'exploiter, obtenue en 2014. Ça veut dire que pendant des années, ce chantier a commencé en toute illégalité. Imaginons que ce soit un Martiniquais lambda. Et ça arrive parfois, avec les problèmes d'indivision qui vraiment minent notre pays, qui se serait installé sur un terrain, qui aurait commencé sa construction. Qu'est-ce que les autorités de l'État n'auraient pas mis en œuvre pour l'obliger à soit stopper les travaux, soit à démolir la réalisation? Et pourquoi ce qui vaut pour les Martiniquais ne vaut pas pour ceux qui détiennent des moyens financiers hors normes? Est-ce qu'il y a une application des règles et des lois à géométrie variable en fonction du portefeuille? Ça, c'est une question fondamentale. Deuxième élément qui traduit ce fonctionnement pas clair. La chaudière n'a pas été entretenue comme il fallait. Normalement, des contrôles et des visites de la PAV doivent se faire de manière régulière. Nous avons pu obtenir le relevé de ces visites-là. Je vais partir de loin. 28/10/2004, 2002, inspection périodique. En 2003, 17/11/2003, inspection périodique. En 2005, 22/1/2005. Ensuite, 18 décembre 2005. Ensuite, 17 novembre 2006. 20 décembre 2007. 12 décembre 2008. 7 décembre 2009. 6 décembre 2010. 22 décembre, 6 octobre 2010. 22 décembre 2010. 12 décembre 2011, 19 décembre 2012, et puis, entre le 19 décembre 2012 et le 8 janvier 2015, pas de visite, pas d'inspection périodique, pas de contrôle. Ce ne sont pas des supputations, hein. C'est la réalité, la triste réalité de ce qui s'est passé. Et de la situation d'abandon dans laquelle s'est retrouvée cette pauvre chaudière. Et puis les visites sont reparties à partir de 2016. Je veux dire par là que ce n'est pas, comme on a voulu nous faire croire, une opération d'euthanasie de la chaudière, mais bel et bien d'un assassinat qui a été programmé. La chaudière n'a rien demandé, elle n'a pas demandé à être démolie, à être détruite, à être remplacée. Elle a demandé à être entretenue. Et le refus de soins à cette chaudière a accru sa vulnérabilité. Mais il fallait qu'elle soit vulnérable et défaillante
pour pouvoir justifier de son remplacement. Parce qu'en réalité, il s'agit de quoi? Sur ce site-là, il n'y a pas de place pour 3 chaudières. Vous entendez? Il n'y a pas de place pour 3 chaudières. Or, il y a déjà la chaudière de Galion 1. Il y a la chaudière de la sucrerie. Il faut faire de la place à la chaudière Albioma 2. Donc, pour que cette chaudière puisse trouver sa place pour des raisons de sécurité, pour des raisons de réglementation, il faut tuer la chaudière de la sucrerie. Et c'est ça qui a été mis en œuvre. L'âge réel. Parce qu'on dit, on reprend parfois les arguments qu'on nous donne sur un document. Des fois, on ne va pas chercher plus loin. Cette chaudière a 27 ans. Mais son âge réel, son âge biologique, c'est 27 ans. Son âge réel, c'est 11 ans. Correspondant à l'utilisation de 5 mois par an lors de la récolte. Parce qu'elle n'est pas en utilisation continue sur toute l'année. Et ce que je dis pour l'âge de la chaudière vaut aussi pour les calculs au niveau des taux de pollution. Ce n'est pas comparable. Pas comparer coco et puis sabricot. Donc 11 ans. Les tubes neufs, normalement, ont une épaisseur de 32 mm. Ils doivent être changés impérativement dans ce type d'outil, dans ce type d'équipement, à partir du moment où ils atteignent 14 mm. Mais les experts qui sont allés sur place ont constaté que la moyenne des tubes était actuellement de 26 mm. Ça veut dire ils loin bout, ils loin isé, ils loin fini. Il reste donc une marge de 12 mm. Et cette marge de 12 mm là, écoutez bien, les experts, parce que nous ne pouvons pas être plus experts que les experts. Hein? Il faut respecter les experts dans tous les domaines. Les experts nous disent qu'à ce stade de dégradation, à ce rythme de dégradation-là, cette chaudière-là, sans même la changer, elle peut durer encore 20 ans. Vous entendez? 20 ans. Plus grave encore. Le devis pour un remplacement de la chaudière, pour une nouvelle chaudière. On a toujours dit, on a toujours présenté dans des documents, et ça a circulé depuis des années, que c'était entre 10 et 16 millions d'euros. Tout à l'heure, j'ai entendu un collègue dire qu'il faudra déjà prévoir 20 millions d'euros. Mais figurez-vous que le constructeur même de la chaudière nous garantit, nous adresse un devis disant que pour une chaudière neuve, rutilante, neuve, c'est 5 millions d'euros. Et pourquoi nous avons menti alors? Pourquoi nous avons fait peur alors? Face à un montant de dépenses qui était véritablement décourageant. 5 millions d'euros pour une chaudière neuve. Depuis longtemps, on arrête de répéter que c'est 16, 17, 20 millions d'euros. Pourquoi? J'ai entendu parler d'un mensonge tout à l'heure. Où est le mensonge? Le mensonge, il est là. En définitive, même la solution de changement de la chaudière se révèle moins chère que le couplage définitif qui va nous être proposé bientôt. Même le changement, voire la réparation durable. Au-delà de ce risque de perte d'autonomie de la chaudière, parce qu'aujourd'hui on a une chaudière qui est parfaitement autonome. Au-delà de ce risque-là,
de perte d'autonomie énergétique. Au-delà du risque sanitaire qui est flagrant, qui est là, et nous ne pouvons pas faire comme s'il n'y avait pas eu de précédents dans notre histoire, comme s'il n'y avait pas eu des politiques martiniquais qui avaient soutenu de bonne ou de mauvaise foi des solutions ou des exemptions ou des exceptions qui ont marqué durablement la chair, la santé de nos compatriotes. On ne peut pas faire comme s'il n'y a pas eu de précédent. On ne peut pas faire comme si on est devant une page blanche. On oublie trop souvent et trop vite dans notre pays, malheureusement. Le scandale du chlordécone, ça provoque jusqu'à présent des souffrances, des drames dans toutes les familles de Martinique. Et nous, quoi faire, mes yeux, nous? Au-delà de ce risque sanitaire-là, il y a un réel risque juridique à présent. Un risque juridique. Parce que un contentieux est actuellement devant le Conseil d'État. Et aucun de nous ne peut prédire ce qui va sortir de cette décision du Conseil d'État. Aucun de nous. Même ceux qui se vantent d'avoir des amis au Conseil d'État. Ce n'est pas comme ça qu'on décide au Conseil d'État. Je rappelle qu'en juin 2017, le tribunal administratif de Marseille vient d'annuler la décision d'implantation d'une centrale de même type, centrale à combustion de bois à Gardanne, censée produire 150 mégawatts. Ça vient de tomber là. Annulation. Je rappelle aussi qu'en mars 2016, le tribunal administratif de Fort-de-France avait déjà annulé la décision d'implantation et d'exercer d'Albioma. Ça veut dire qu'on est sur une sphère judiciaire qui est très fragile. Et pourquoi prendre le risque aujourd'hui, au moment où nous parlons, de livrer pieds et poings liés la sucrerie, la chaudière, le galion, on va livrer ça à quelqu'un qui va peut-être être condamné à ne pas pouvoir exercer, alors que la chaudière n'a aucun problème là actuellement. Ça, c'est une question de bon sens, hein? Mais il y a un problème. Il y a un problème de timing. Au moins, ceux qui veulent la mort de la chaudière, la livrer, la coupler à Albioma, ils auraient dû avoir au moins la décence d'attendre que le dossier judiciaire soit sécurisé, apaisé, réglé, bouclé. Ce n'est pas le cas. Là, on va prendre le risque de confier l'avenir de l'alimentation énergétique du galion à quelqu'un qui peut être condamné à ne pas pouvoir exercer. Expliquez-moi ça. Enfin, il ne faut pas mentir sur les chiffres. Actuellement, la sucrerie du galion, sur la base des récoltes actuelles, les récoltes actuelles de canne, c'est quoi? 50 000 tonnes de canne. Et là, je vous assure que j'ai pris vraiment le haut, le maximum, puisqu'on est davantage autour de 36 000 tonnes de canne. 50 000 tonnes de canne. C'est déjà les meilleures saisons. 50 000 tonnes de canne produisent 15 000 tonnes de bagasse. 15 000, pas plus. Donc 80% sont utilisés pour la combustion. Ça fait 12 000 tonnes pour la combustion. Donc aujourd'hui, la sucrerie brûle 12 000 tonnes de bagasse. Sans comparaison déjà avec les 80 000 tonnes de fioul brûlées par Albioma 1, qui est déjà sur le site. Sans comparaison.
Mais comment est-ce qu'on peut nous faire croire que le galion va polluer davantage en 4 mois que les 390 000 tonnes de bois brûlés, qu'on dit Mona, de bras brûlés, qui seront produits par Albioma 2, avec 24/24, avec des particules ultra fines et des nanoparticules, des métaux lourds, de l'oxyde d'azote dans l'atmosphère. Comment peut-on me faire croire que 12 000 tonnes de bagages brûlés par le galion aujourd'hui vont provoquer plus de dégâts que les 390 000 tonnes de bois importés, brûlés par Albioma 2. Je ne serai pas plus long, mais je voulais être plus long. Il y a encore beaucoup de choses, énormément de choses à dire. Ce qui ressort clairement, en tout cas, c'est qu'on a voulu nous cacher trop de choses. Et pas seulement aux élus, mais à la Martinique entière. On a voulu nous cacher trop de choses pour que ce qui pourrait ressortir de ce couplage-là, le bébé qui pourrait ressortir de ce couplage, soit un beau bébé, anti-mosquila. Cet accouplement-là ne va pas générer, ne va pas engendrer quelque chose de positif pour la Martinique. Et ils le savent. Aujourd'hui, il ne faut pas parler de couplage provisoire. Parce qu'honnêtement, un couplage provisoire qui est porté par un porteur de projet privé à 100%, c'est-à-dire 900 000 euros, moi, je n'aurai pas la décence, si j'accepte un couplage provisoire, de